Good Morning Business, Business Today. Le directeur général de Valeo est avec nous, Christophe Périllat, bonjour. Bonjour. Je redonne des chiffres, plus de 100 000 salariés, pas loin. Vous êtes à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou pas encore? Pardon? Vous êtes à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou pas encore? Pas loin. 20 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Oui, et 100 000 salariés, voilà. Valeo, grand équipementier automobile, on a évidemment plein de sujets pour vous, puisque cette industrie est en pleine transformation. L'électrification, vous êtes un acteur majeur, peut-être l'hydrogène bientôt. Est-ce que le choc est aussi rude pour vous que pour les constructeurs? Est-ce que vous êtes, vous aussi, en pleine transformation? Alors nous, on est en pleine transformation, puisque la voiture est en pleine transformation. La voiture, elle devient électrique, elle devient autonome et elle devient du logiciel. Voilà, donc c'est un changement très important pour les constructeurs, c'est un changement extrêmement important pour les équipementiers. Quand vous soulevez le capot, vous avez aujourd'hui beaucoup de Valeo. Quand la voiture devient électrique, devient logiciel et devient autonome, et vous souleverez le capot, vous aurez encore plus de Valeo. Donc pour nous, c'est beaucoup de croissance potentiel parce qu'on est positionné sur cette technologie. C'est 1 sur 3 dans le monde équipée des technologies d'électrification, 1 sur 4 équipée des aides à la conduite. Votre technologie la plus connue, même si Nicolas Dose ne connaît pas, il y a quelques instants, c'est le lidar qui permet de repérer un objet, d'orienter la voiture. On a vu Bosch, l'allemand, qui a dit j'arrête. C'est une bonne nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous avez passé un cap. Qu'est-ce que ça dit de la technologie ? Ça dit que Valeo est capable de faire des choix technologiques, de prendre des paris. Ce pari sur le lidar, on l'a pris il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, de manière continue, on travaille à améliorer cette technologie. Alors le lidar, c'est peut-être un terme un peu barbare pour vos éditeurs, pour vos spectateurs. C'est un super radar. Ouais. Alors c'est un super radar, voilà, ça scanne l'environnement qui est devant vous, on envoie de la lumière, on récupère les photons et ça nous permet de créer une carte 3D de l'environnement du véhicule. C'est la pierre angulaire du véhicule autonome. Pour qu'il y ait un véhicule autonome, il faudra qu'il y ait un lidar dans la voiture. Vous êtes sûr? Parce que Bosch, c'est pas n'importe qui. Tesla, c'est pas n'importe qui. Tesla a dit, finalement, les caméras, elles sont aussi efficaces qu'un lidar qui coûte très cher et qui est très compliqué à développer. Vous signez aujourd'hui l'avenir de la voiture autonome, c'est le lidar. Alors on signait il y a 12 ans, quand on a fait ce choix, quand on a pris cette décision. Et on signe encore plus aujourd'hui. Voilà, on pense qu'il n'y a pas de véhicule autonome sans la technologie lidar. Donc Bosch est à la rue? Non, Bosch, plein de technologies, fait pas tout dans une voiture. Nous ne faisons pas tout dans une voiture. Bosch ne fera pas de lidar, nous ferons des lidars. On dit à quel point vous êtes présent dans l'ensemble des voitures dans le monde. On a cette grève aux États-Unis qui concerne les gros constructeurs, Stellantis, General Motors. Est-ce que là, ça n'avance pas, les discussions sur les salaires. Est-ce que ça vous pénalise ou pas ? Alors cette grève, pour l'instant, elle est assez chirurgicale quand vous regardez. Je vais vous donner quelques chiffres pour Valeo. Si on prend les 3 constructeurs automobiles qui sont concernés, donc General Motors, Ford et Stellantis, notre chiffre d'affaires avec ces 3 constructeurs aux États-Unis, c'est 48 millions de dollars par semaine. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on est pénalisé à hauteur de 1 million de dollars par semaine. Voilà, 1 milliard sur 48 milliards. C'est-à-dire qu'on est très loin. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on est très loin d'une grève totale. On a une grève sur un certain nombre d'usines de ces 3 constructeurs qui nous impactent à hauteur de, j'ai dit, 1 million sur 48 millions. Donc pas une préoccupation pour vous. Est-ce que c'en est terminé avec les problèmes d'approvisionnement sur les composants automobiles pendant des mois, des années même Ça, évidemment, il y avait eu le Covid, il y a eu la rupture des chaînes d'approvisionnement, mais encore aujourd'hui, dans l'aérien, c'est toujours le cas. Les constructeurs nous disent que ça fonctionne pas, que toute la chaîne n'est pas revenue comme elle était avant. Qu'en est-il dans l'automobile ? Franchement, c'est fini. C'est fini. C'est pas le cas dans l'aéronautique, Dans l'automobile, c'est fini. Alors, je peux toujours vous dire que il y a telle et telle situation critique ici ou là, mais globalement parlant, on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 2 ans, 1 an, et la situation est devenue normale. Un mot de la réindustrialisation en France. Vous êtes partout dans le monde, 183 sites de production, 29 pays. Quand vous voyez tous les efforts qu'on fait en France pour essayer de réindustrialiser autour notamment de la transition dans l'automobile, vous dites on en fait assez, on va y arriver, on construit une filière ? Alors on est un acteur implanté en France depuis longtemps et on est avec des bases qui sont fortes. Voilà. Alors c'est des bases de production, 23 usines qui sont en France, mais c'est aussi beaucoup de recherche et développement. 80% de notre recherche et développement, elle est faite
en France. 80% de la recherche est faite en France, ce qui est très important. Et sur les usines que nous avons en France, on exporte à partir des usines 75% de ce qu'on produit. Donc vous voyez, on est une base exportatrice à partir de la France. Et pour le futur, quand vous êtes aux États-Unis aussi, c'est plus intéressant d'aller chercher l'IRA américain ou France 2030 ? C'est plus intéressant d'être local. Voilà, donc nous on est local, c'est-à-dire qu'on est chinois en Chine, on est américain aux États-Unis et on est européen en Europe. Pourquoi ? Parce que on a un modèle où devant nous on a 2 semaines de commandes fermes. Les commandes que nous recevons, elles sont fermes sur 2 semaines parce que ça correspond au film de production des constructeurs. Donc vous imaginez qu'avec 2 semaines de commandes fermes, aller mettre des produits dans des cargos qui se déplacent sur les océans, c'est pas tellement approprié. Donc vous êtes là où est votre client, quoi. Exactement.